Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir ensemble vers le XVe siècle et de découvrir une œuvre majeure de la peinture occidentale, la Vierge au chanceler Rollin de Van Eyck. Nous sommes en 1435 en France et spécialement dans le duché de Bourgogne. À l'époque, le duc de Bourgogne est le seigneur le plus puissant de France, aussi riche que le roi, et qui a étendu son territoire de l'est de la France jusqu'aux Flandres, dans le but de créer un véritable État indépendant. Comme de nombreux souverains puissants, le duc et sa cour aiment s'entourer d'artistes de renom, qui participent à sa gloire et à son faste. Il réunit autour de lui ce qu'on appellera plus tard les primitifs flamands. Ce nom désigne un ensemble de peintres venant du nord de l'Europe, qui, du XVe au XVIe siècle, apporte plusieurs innovations dans les arts picturaux, comme l'introduction de la peinture à l'huile. Contrairement au principe de la Renaissance italienne, qui se veut comme un retour au style antique et qui s'attache à idéaliser les sujets, ces primitifs flamands ont le souci du réalisme extrême, du détail, et aiment placer des décors d'intérieur contemporains aussi bien dans les scènes sacrées que profanes. Et c'est dans ce cadre politique et artistique qu'on retrouve Van Eyck et la Vierge au chancelier Rollin. Tout d'abord, décomposons la scène pour mieux la comprendre. Le tableau nous présente dans son ensemble une scène sainte qu'on appelle une conversation sacrée. Traditionnellement, on y voit au premier plan la Vierge Marie apparaissant avec l'enfant Jésus devant le commanditaire de l'œuvre, ici le chancelier Nicolas Rolin. Les deux sont réunis dans le même espace et semblent être en communication. Au second plan, on peut voir une série de colonnes avec derrière elles deux personnages vus de dos qui regardent le fleuve et le paysage urbain qui composent le troisième plan. Revenons au premier plan. À droite, la Vierge Marie apparaît délicate et sereine. Elle est enveloppée d'un grand manteau rouge brodé d'or et de pierres précieuses. Elle est assise de trois quarts sur un brocart richement brodé et sur un banc de marbre tout aussi riche. Pour renforcer ce caractère solennel et majestueux, on la voit se faire couronner par un ange, ce qui rappelle une autre scène très représentée qui est le couronnement de la Vierge. La Vierge Marie tient l'enfant Jésus dans ses mains. Vous pouvez voir que l'enfant est plutôt imposant pour un nouveau-né. Sachez que c'est tout à fait normal. En effet, la tradition voulait que l'enfant Jésus, étant un enfant exceptionnel, le Fils de Dieu, devait être représenté avec une certaine maturité, avec une certaine avance sur son âge, et de nombreux prêtres vont ainsi le représenter avec une stature plus imposante. D'un point de vue graphique, il tient la place centrale du tableau. Cette place centrale est tout aussi symbolique car il tient dans la main le globe terrestre surmonté d'une croix qui représente son pouvoir à la fois sur le monde terrestre mais aussi sur le monde céleste. À gauche, on peut observer Nicolas Rolin. Cet homme qu'on voit en posture de prière, les mains jointes, assis sur un prie-dieu, devant un livre de prière, était un homme politique très important dans le duché de Bourgogne. L'un des chefs du gouvernement est connu de nos jours pour avoir construit les célèbres hospices de Beaune. Ses habits très luxueux, faits de soie, d'or et de fourrure, montrent son statut de noble à la cour. En effet, au Moyen-Âge, la tenue vestimentaire se devait absolument de montrer la position sociale de l'individu, et ce beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nicolas Rolin se trouve donc paré de ses atouts de noble, mais reste humble devant Jésus et la Vierge, humilité soulignée par le fait que ni l'un ni l'autre ne le regardent droit dans les yeux. Derrière cette scène, notre regard se porte naturellement vers l'extérieur, grâce aux lignes de perspective du dallage. On remarque trois ouvertures dans les colonnades. Le 3 est le chiffre sacré de la Trinité, et cet aspect sacré est renforcé ici par des chapiteaux sculptés qui représentent des scènes de l'Ancien Testament. Le jardin du second plan est riche en symboles également. Le jardin clos lui-même est le symbole de la pureté de la Vierge, renforcé d'ailleurs par la présence du lys blanc, qui est son attribut. On peut y voir aussi deux pies, symbole de la mort, ainsi que deux pans, symbole de l'immortalité, car on pensait que leur chair ne pouvait se putréfier. Les deux hommes devant le parapet, quant à eux, nous invitent à contempler le paysage urbain. On peut y voir une ville séparée par un fleuve qui est enjambé par un pont.
En peintre typiquement flamand, Van Eyck nous donne à voir une ville de son époque, à l'architecture typique du XVe siècle. Il est intéressant de constater que la partie gauche de la ville, derrière le chancelier, se compose d'habitations et de commerces, tandis que la partie droite, derrière la Vierge, se compose de clochers, d'églises et de cathédrales. Ce placement correspond à la valeur symbolique de chacun des protagonistes. Nicolas Rolin symbolise le monde terrestre et profane, tandis que la Vierge représente le monde céleste avec ses cathédrales et ses églises. Ce monde, séparé physiquement, se trouve pourtant lié par le pont sur le fleuve et surtout, d'un point de vue graphique, par l'enfant Jésus, qui par son rôle sacré, doit concilier Dieu et les hommes et apporter le royaume céleste sur le monde terrestre. Enfin, ce tableau pose la question de l'emplacement des œuvres d'art. Il faut savoir qu'à l'origine, ce tableau était placé dans l'église Notre-Dame du Châtel à Autun, et plus précisément dans la chapelle Saint-Sébastien. Il faut savoir que Nicolas Rolin avait acheté une demeure juste à côté de l'église et avait demandé au pape de pouvoir assister à la messe très tôt dans la matinée dans cette chapelle, car ses journées de chancelier étaient bien sûr très remplies. C'est pourquoi on peut voir au-dessus des galons brodés du manteau de la Vierge des écritures tirées des prières des matines. De plus, le livre d'heures, devant Nicolas Rolin, est ouvert sur les prières du matin. Ces deux éléments permettent ainsi de comprendre que ce tableau fut exécuté par Van Eyck pour être placé précisément dans cette chapelle. Ce tableau, comme beaucoup d'autres œuvres, perd donc une partie de son sens dans un musée puisqu'il fut pensé et conçu pour être installé dans un endroit bien précis. Finalement, Van Eyck et ce tableau nous présentent plusieurs éléments. Non seulement ce tableau est un excellent représentant de l'art flamand du XVe siècle et de ses caractéristiques, mais de plus, il permet de comprendre en partie la puissance des symboles à la fin du Moyen Âge. Dans une autre mesure, il permet aussi de voir le lien très étroit entre l'art, la politique et la religion dans ce monde en pleine mutation qu'est le XVe siècle.